Bonjour tout le monde. Bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. Aujourd'hui, je suis avec Professeur Reggie et Juan, un invité en fait très intéressant aujourd'hui. C'est un podcast principalement centré sur les taxes à la consommation, taxes de vente. Juan est un fiscaliste spécialisé dans les TPS TVQ, donc dans les taxes de vente. Puis il va nous entretenir un peu plus de ça aujourd'hui. Yes. Donc, commençons tout de suite sans plus attendre pour pas perdre de temps. C'est quoi un spécialiste? Je vais pas suivre l'ordre. C'est quoi un spécialiste qui se spécialise en TPS TVQ? Juste pour bien studier notre histoire, puis ensuite on va rentrer dans les questions. Dans le fond, on peut faire un parallèle. Les médecins, t'as des médecins généralistes. Ouais. Après, t'as des spécialisations. Il y a des neurologues, il y a des psychiatres, il y a des cardiologues, il y a des bons. Ben, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai fait un parcours en fiscalité comme vous. Mm-hmm. Donc, un baccalauréat du côté CPA, mais ça peut se faire du côté juriste aussi, du côté avocat, là, bien sûr. Puis après, une maîtrise en fiscalité. J'ai passé par le même chemin que vous. Mais moi, après, ben, c'est sûr que j'ai une spécialisation additionnelle en taxes de vente, donc TPS, TVQ, TVH, les taxes de l'Ouest, l'importation, les duties, les taxes d'assises sur les carburants, l'essence, l'alcool, t'as toutes les taxes possibles et les 1000 lois possibles. Duties, c'est les douanes, ça? Ouais. OK. Ah oui? Ouais. OK. Tarif douanier en français? Je crois. On veut pas se faire attaquer par la loi 96. Là, vous avez deux lois. Vous avez deux lois, là. Moi, j'en ai comme 12. OK. T'es pas en train de dire que t'es plus spécialisé que nous, là. C'est pas ça que t'es en train de dire. Les gars, ça sera le ton de cette heure. J'ai compris. T'en as parlé rapidement de ton parcours académique. Donc, t'as fait une formation de CPA au départ, mais comment on devient fiscaliste spécialisé en taxes à la consommation? En fait, on le devient... Je pense que 95% du temps, c'est pas 100% du temps, on le devient par hasard. Donc, moi, à la base, j'avais un intérêt pour la fiscalité en impôts comme, je pense, la grande majorité des fiscalistes, simplement parce que c'est ce qu'on me lançait. Hein. Tu sais, quand on fait le baccalauréat en fiscalité, quand on fait le baccalauréat en administration CPA, dans tous les cas, on a des cours d'impôts qui sont imposés, mauvais jeu de mots, là, mais qui sont donnés, des cours d'impôts de base des particuliers et des sociétés. On passe tout ça. Donc, nous, on nous en parle pas des taxes de vente, là. Hein. Après, on fait la maîtrise en fiscalité, pour ceux qui font ce chemin-là, ou le DES, ou peu importe comment ça soit, peu importe l'université qu'on fait. Puis encore une fois, on nous balance beaucoup d'impôts, mais de façon un peu plus, évidemment, spécifique. Et là, il y a un petit cours de taxes qui se glisse, de 2 crédits, on y va en surface, on dit ça c'est des taxes en passant. Et puis les gens c'est quoi ça? Ils sont tous déboussolés, ils ont de la difficulté dans le cours, puis ils comprennent pas trop comment ça marche. Puis après ils disent moi je fais pas de taxes de vente. T'sais. Fait que, comment on fait des taxes de vente finalement? Parce qu'il y a pas encore... Bon, il y a un micro-programme de Sherbrooke, je savais pas à quel point les doléances devaient se dire. Dans l'université de Sherbrooke, donc shout-out à Maurice Arsenault là, qui a bâti ce programme-là. Donc maintenant, il existe un micro-programme vraiment spécialisé en taxes de vente que si on veut se lancer en taxes de vente, je le recommande quand même. Tant qu'il n'y a pas d'autres universités qui embarquent, je pense que c'est Sherbrooke qui a le monopole. Et puis, ça, c'est une façon de se spécialiser. Mais la majorité des praticiens en taxes de vente, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ça a été par un pur hasard, pure coïncidence. Donc, c'est-à-dire, on est lancé là-dedans sans le vouloir par une opportunité de carrière. On y prend goût, puis on reste là-dedans. Moi, j'aurais dit par erreur. Mais regarde, on peut dire par hasard. Non, coïncidence, c'est bien plus que par erreur. Moi, à la base, si vous voulez, la petite anecdote, quand je venais de finir mon bac, je voulais faire ma maîtrise, mais je voulais la faire à temps partiel de soir. Parce que je payais mes études, j'avais un appart à payer. Bon, bref, j'avais pas les moyens de poursuivre mes études à temps plein. Donc, j'ai tout de suite postulé à des opportunités dans la fiscalité, sachant que j'allais faire une maîtrise plus tard ou de soir. Puis Revenu Québec m'avait approché. En fait, j'ai approché Revenu Québec, j'ai eu les opportunités. Puis ils m'ont dit, Kat, tu peux rentrer comme vérificateur fiscal. Ça, c'était mon début de parcours, ça a été chez Revenu Québec. En vérification fiscale, j'avais comme 23, 24. Puis, je trouvais que c'est une belle opportunité parce que tu peux étudier de soir. C'est plus facile que d'autres jobs en cabinet, on se le cachera pas, là. Puis, eux, quand j'étais en entrevue avec eux, ils m'ont dit... une petite entrevue classique. Après, ils m'ont dit, OK, t'as la job. J'ai dit, parfait, je commence quand en impôt? Ils disent, non, t'es pas en impôt, t'es en taxe. J'ai dit, par erreur. J'appelle ça une coïncidence de vie. Puis j'ai dit, comment ça?
taxe de vente. Elle dit, oh, oui, TPS, TVQ, tout ça. Je dis, je connais rien. Elle dit, ouais, comme tout le monde. Mais on... quelque chose que j'aurais voulu rajouter par rapport à ça. Puis, mais il y a une belle formation à Revenu Québec. Là. Je vais quand même leur donner du crédit là-dessus. J'ai dit oui parce que on m'offre un poste, je vais le prendre. Mais c'était 4 semaines. Je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Là, ça fait comme plus de 10 ans. Là, mais c'était 4 semaines temps plein du lundi au vendredi de 8 à 5 de formation théorique en fiscalité TPS, TVQ par des fiscalistes internes et externes. Puis il y avait des cas pratiques, un examen non formel. Ouais. Puis je me suis dit, ben finalement. Puis après, en sortant de ces 4 semaines-là, temps plein, qui ressemble quasiment à une DEF, là, pour ceux qui connaissent ce voie-là, là, par l'ICCA, tu sais, je me sentais déjà plus à l'aise. Puis après, ben c'est avec l'expérience que tu apprends la fiscalité. OK. Puis, donc, comme tu dis, j'allais te poser pourquoi tu as choisi ça, mais tu es un peu tombé par hasard dedans. Ouais, honnêtement, oui. Après, j'ai pris... Tombé dans l'armée armée quand tu étais jeune. Ouais. Obélix, mais sans la bédaine. Premier sujet hyper pointu, que je considère comme hyper pointu, c'est quoi la différence entre une fourniture? Premièrement, on va définir fourniture. Ouais, une fourniture. Ouais, ça, c'est tellement un mot bizarre. Ça déboussole les gens. Nous autres, dans notre jargon de fiscalité, taxe de vente, tout ce qui est revenu, là, je vais vraiment le summariser de façon vulgarisée. En fait, tout ce qui est revenu, pour nous, c'est des fournitures. Donc, une fourniture, ça peut être autant un revenu provenant d'un bien vendu, un service, un bien qui est intangible. Donc, ça peut être quelque chose une application qu'on a téléchargée, un jeu vidéo, un droit, des redevances. En fait, dès que tu as un revenu en impôt, là, c'est clairement une fourniture en taxe. Donc, c'est le mot qu'on utilise pour ça. Est-ce que troc peut être une fourniture? Ben, en fait, une fourniture, après, peut être faite par vente, par échange, par licence, accord semblable, donc, par c'est pas juste qu'on reçoit de l'argent. Non, il n'est pas obligé d'avoir un... Donc, je peux te rendre un service. Un échange de services, ça va être 2 fournitures de chaque bord. Après, il n'y a peut-être pas de paiement, mais ça reste 2 fournitures de chaque côté. Les taxes sur ça. OK. Si on est enregistré. Revenons au sujet. Donc, c'est quoi la différence entre une fourniture taxable, exonérée, puis détaxée? Ouais, OK. Ça, c'est la base, puis ça, tout entrepreneur doit comprendre ça. Sinon, ça va pas bien. Ça va pas bien, sinon. Bon, partons du principe, dans notre loi, là, je vais parler vraiment TPS, TVQ, puis on va oublier les autres taxes qui existent au Canada, parce que c'est ceux qui nous intéressent le plus, je pense, ici ce soir. C'est, dans le fond, une fourniture, tout est taxable sauf. On part de ce principe-là. Dans notre loi, tout est taxable sauf. OK? Donc, quand tu te poses la question, si tu taxable, ça, il y a des bonnes chances que ça le soit. OK? Après, oui, dans notre loi, il y a des façons que ça soit détaxé ou exonéré. Dans les deux cas, il n'y aura pas de taxe. OK? Par contre, la différence, elle est très importante en ce qui est détaxé et exonéré. OK? Détaxé, techniquement, c'est taxable, mais à 0%. Le taux de taxe est 0%. C'est-à-dire que pour le consommateur, lui, qui achète du pain à l'épicerie, qui est un aliment de base, qui est détaxé, il ne paiera pas de taxe. Pour lui, il ne voit pas de différence entre détaxé et exonéré. Un exemple d'exonéré, ça serait un revenu financier, des revenus d'intérêt. Par exemple, sur vos placements, les REER ou peu importe dans quelle façon vous avez vos véhicules financiers, ben le revenu d'intérêt est exonéré en taxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe. La banque ne va pas vous charger des taxes si elle vous charge des intérêts sur votre hypothèque. Par contre, la nuance entre détaxé et exonéré, c'est que lorsqu'on est exonéré, la personne qui fait la fourniture exonérée, donc qui reçoit un revenu de service financier exonéré, n'aura pas le droit de réclamer des taxes sur ses achats. Alors que quelqu'un qui fait une fourniture détaxée, comme une épicerie qui vend du pain et du lait, va quand même pouvoir réclamer des taxes sur ses achats parce qu'elle fait partie du système fiscal de la taxe. Pour eux, c'est taxable, mais à 0%. Fait que la nuance est vraiment énorme. Quand tu fais de l'exonéré, tu réclames pas de taxes. Ça veut dire les taxes que tu payes dans dépenses ou capitalisées en immobilisation selon le cas. Alors que quand tu es détaxé, ben les taxes que tu payes sur tes achats, normalement, tu vas pouvoir réclamer ces taxes-là comme c'est TRT. Est-ce que je peux choisir d'être taxé, détaxé ou exonéré? En fait, détaxé, c'est le plus avantageux parce que je ne facture pas la taxe à mes clients et en plus, je récupère la taxe sur mes achats. Fait que c'est définitivement le régime le plus avantageux. Exact. Comment je fais pour être détaxé?
On peut pas le choisir. c'est réglementé. Donc, c'est pas, je peux choisir de. C'est sûr qu'on peut essayer d'arranger notre produit parce que les aliments de base, par exemple, ça, c'est un monde. Puis après, tu sais, la façon que c'est emballé par paquet, tes muffins sont-ils emballés en paquet de 8 ou en paquet de 12 ou en paquet de 24? Ben, ça peut être détaxé ou devenir taxable selon le nombre de muffins qui est emballé, c'est vrai. Donc, il y a moyen d'arranger ces affaires, des fois, pour essayer de tomber dans la détaxation. Mais normalement, on choisit pas d'être détaxé ou exonéré. C'est ce qui est prévu dans la loi. Puis si ton revenu se catégorise comme tel, t'es comme tel détaxé ou exonéré. On le choisit pas, on le subit. Puis parlant de ça, on va parler de l'actualité. Ouais. J'ai entendu dire qu'on allait avoir des petits congés de TPS. Ben déjà, TPS, TVQ, tu disais TPS, TVQ, TVH. C'est quoi une grosse différence sommairement là? C'est territorial, c'est quoi ça? Ouais, c'est territorial. Donc la TVQ, elle existe au Québec. La TPS, elle existe partout au Canada, d'est en ouest, c'est vraiment le territoire fédéral. La TVH, c'est purement politique là, mais la TVH, c'est une taxe de vente, ça se dit taxe de vente harmonisée. C'est certaines provinces, en dehors du Québec évidemment, c'est certaines provinces qui ont décidé de dire, moi aussi je veux une taxe de vente dans ma province. Mais j'ai pas envie de me casser la tête à développer mon propre ministère, ma propre agence qui va collecter ces taxes-là, gérer ces taxes-là, les administrer et tout ça. Donc, je vais dire au fédéral, peux-tu gérer ça pour moi puis me faire un paiement à la fin de l'année par péréquation politique, là, whatever. Donc, le meilleur exemple, c'est par exemple l'Ontario, qui sont nos voisins. Ben, l'Ontario a une TVH de 13%. Ça veut dire que quand tu t'en vas en Ontario puis tu achètes un paquet de chips, tu vas payer une TVH de 13%. Cette TVH-là s'en va à l'ARC, s'en va au fédéral directement. Ça s'en va pas à l'Ontario. Mais l'Ontario, vous le savez, le taux de la TPS, c'est 5%. Mais si on a une TVH de 13%, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a 8% qui appartient à l'Ontario. Donc, le fédéral, quand il reçoit 13% via la déclaration de taxe d'un entrepreneur, ben, il va dire à l'Ontario, « Hey, je te reverse 8%. » Moins des honoraires de gestion. Bon, on s'entend là-dessus. Mais c'est ça. Donc, c'est harmonisé. Ça veut dire que la TPS TVH, c'est la même chose. C'est juste que le taux diffère. Mais c'est les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes détaxations, les mêmes exonérations. C'est vraiment la même chose. Alors qu'en TVQ, c'est un copier-coller de la TPS. Par contre, ils ont leur propre loi. Leur propre administration. Le gouvernement du Québec, c'est nos fameux Gaulois fédéraux, hein, ont décidé de dire, moi, j'aime bien ta taxe fédérale, mais je veux faire à ma façon. Fait que je vais créer ma propre loi, je vais l'appeler TVQ, mon propre taux de taxe, je vais gérer avec ma propre agence Revenu Québec, puis c'est eux qui vont administrer la TVQ chez moi, puis je vais gérer mon propre agence, pas le fédéral, qui va me verser par péréquation. Est-ce que c'est comme les impôts, on fait 2 déclarations au Québec, puis on doit gérer l'ARC et Revenu Québec au Québec pour la taxe? Ça dépend. Si notre siège social est au Québec, eh bien là, le Québec a fait une entente avec le fédéral pour dire tous mes résidents québécois, particuliers en affaires ou entreprises, là, il y a pas de différence, qui résident et qui ont un siège social au Québec, je vais gérer leur TPS et leur TVQ. Donc, il y a une seule déclaration de taxe à faire à Revenu Québec, une déclaration de TPS et de TVQ, c'est combiné, il y a une ligne pour chacun d'eux. Revenu Québec reçoit l'ensemble de l'argent et c'est Revenu Québec qui verse la TPS au fédéral pour lui dire « Hey, j'ai collecté ça en ton nom, ça t'appartient, moi un petit frais d'administration. » Alors que si on est non-résident du Québec, un résident d'Ontario, une entreprise qui a un siège social à Toronto, elle va devoir faire une déclaration séparée, une à Revenu Québec de TVQ seulement, et une de TPS à l'ARC séparément, au même titre que les impôts sur le revenu. Puis qu'est-ce qui a été annoncé récemment dans les médias par rapport à la TPS? Est-ce que c'était au niveau de exonérer des taxés? Ouais, non, mais c'est drôle on va prendre le pas là-dessus, ce fameux Trudeau. J'ai aucune allégeance politique là-dedans. Mais je me permets d'avoir une opinion et de rire. Shout-out Trudeau, pour vrai. Alors, on a ce cher Trudeau qui... je vais essayer de pas rire. L'honorable premier ministre Trudeau, on n'est pas assez fort, on peut pas... Tout à fait. L'honorable Trudeau. Pas shout-out. Justin a décidé de dire, hey, mon électorat va pas très bien. Il faut que je fasse quelque chose pour que les gens soient en ma faveur avant la prochaine élection. Fait quoi faire? On appelle mon oncle Legault et on lui demande qu'est-ce que lui fait. Donne de l'argent à tout le monde. Donne de l'argent à tout le monde. C'est pas grave, nos dettes. On va donner de l'argent. Alors, Trudeau a décidé de dire, regarde, il a annoncé une belle petite mesure. Très subtile, très délicate. Celle d'exenter de la TPS plusieurs éléments
qui sont d'achat régulier. On va parler de... Donc, l'annonce a été faite le 14... là, on est quoi? On est le 29. 22. L'annonce a été faite le 21 novembre. On est le 22. C'était hier, là. C'était hier. Le 21 novembre, applicable dès le 14 décembre. Quel hasard, juste à Noël. Pendant 2-3 mois. Là, je pense que c'est 2 mois, mais d'après moi, ça va s'allonger. Non, c'était pas un mois. C'était pas jusqu'à... Non, c'était jusqu'à mi-février. Ouais, c'est ça. C'est 2 mois. C'est 2 mois. Jusqu'au 14 Puis, février. il a juste dit dans un communiqué, puis après, c'est allé sur canada.ca, là, mais il a dit un petit communiqué en disant, en passant, tous les vêtements pour enfants, toutes les couches, tous les biens de consommation qui sont normalement taxables, comme par exemple des chips, des liqueurs, des bonbons, votre sapin de Noël, vous allez au restaurant, les jeux vidéo aussi. Il y aura un congé de TPS là-dessus, mes enfants. Hein, il arrive comme un beau Père Noël. Là. Il dit, il n'y a plus de TPS à payer là-dessus. Alors, vous allez sauver quoi? Tu sais, si, mettons, vous achetez une PlayStation là, à Noël. Attendez le 15 décembre, certes. Hein, si vous l'achetez le 14, vous allez payer à TPS. Vous attendez le 15 décembre, ben là, techniquement, ta PlayStation 5 avec tes jeux, tes manettes qui coûtent 1000 $, plus taxes, ça va être 1000 $, plus TVQ seulement, pas plus TPS. Vous sauvez donc 50 $ de TPS là-dessus. Trudeau, il a pas spécifié si c'était détaxé ou exonéré. Et là, vous comprenez la nuance entre les deux. Je pense, parce qu'il reste encore à formaliser, c'est encore tout récent l'annonce, ça sort du four, là, mais je pense que ça va être détaxé. Je pense pas que ça va être exonéré, là, sinon ça créerait une tollée incroyable auprès des entreprises. Ils vont dire, ben là, je réclame plus mes taxes. Ça va être compliqué. Juste pour préciser les éléments, vas-y. Aliments préparés tels que les plateaux de légumes, les repas, les salades préparées, les sandwichs. Déjà en partant, aliments préparés, on peut... Normalement, c'est taxable, tu sais. Non, mais c'est quoi un aliment préparé? Ben, c'est quelque chose qui c'est pas un aliment de base. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été cuisiné et vendu prêt à manger. OK. Donc, n'importe quoi. Repas au restaurant, qu'ils soient salle à manger, à emporter ou livré. Ouais. Vin, ça me fait rire. La bière et le vin. Cidre et boissons alcoolisées préparées qui contiennent moins de 7% d'alcool. Pas 7,1. Collation, y compris les croustilles, les bonbons et les barres tendres. Y compris, mais collation, ça peut être assez large. Ouais, c'est très large. Je reviens à l'alcool. Pourquoi 7%? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a contre la vodka, puis le rhum, puis le gin? Je sais pas. Les bonnes IPA sont toujours en haut de 7%. Fait que moi, je suis un amateur d'IPA, c'est vraiment pas le fun. Il a déterminé que son électorat était près de la bière, puis probablement de la Budweiser, genre. Ouais. Ta botte, ta Wildcat, on va en spécial, mon homme. Ta Paps. La Paps, oh boy. Il y a aucune commandite, guys. Il y a aucune commandite ici. On attend, là. Est-ce qu'il reste son revenu? Pas encore. Vêtements et chaussures pour enfants, sièges d'auto et couches. Check bien, Costco va faire de l'argent. Tout le monde va acheter en quantité. Ah non, c'est Il y avait les papiers de toilette pendant la pandémie, là, ça va être les couches. Puis là, la grosse question, c'est-tu mieux d'acheter au Black Friday ou d'attendre le 5% off du gouvernement? Non, mais ça, j'ai pas fini là-dessus. Parce que parce que ça, là. Jeux pour enfants, tels que les jeux de société, les poupées, et les consoles de jeux vidéo. Les poupées pour adultes sont-elles également... Bon point, mais ça, c'est bon pour le futur Patreon. Les livres, les journaux imprimés et casse-tête pour tous les âges. J'espère que les BD, comme qu'on a ici, seront également absents de TPS. Je vais pouvoir faire mon... Je pense que les livres sont déjà absents. En fait... Les bandes dessinées rentrent là-dedans. Ah, ben ça, tu peux pas te répondre. Non, mais... Sapin de Noël. Ouais, c'est ça. Sapin de Noël. Puis ça, c'est du 14 décembre au 15 février. Au 15 février. Quelque chose comme ça. Saint-Valentin va être inclus aussi. Ouais. Sauf que, tu sais, il y a 4-5 choses quand même qui vaut la peine d'être mentionnées. Mettons qu'on devient plus sérieux, là, mettons qu'on est on est chez RDI, là, avec Gérard Fignon, là. Gérald Fignon. Il y a une différenciation avec ça. Je m'excuse, Gérard. C'est jusqu'au 15 février. Gérald, je m'excuse. Donc, les nuances importantes pour vrai qu'il faut faire. Donc, dans un premier temps, au Québec, sachez que les couches, les produits d'allaitement puis les livres, c'était déjà détaxé. C'est une fausse annonce. Mais non, mais au Québec, j'ai dit. Pour les fins de la TVQ. Pour les fins de la TVQ. Oui, j'avais pas fini. Là, c'est comme si là, le fédéral emboîte le pas temporairement, comme le Québec a toujours fait politiquement. Pour les autres objets, par contre, non. Hein, le Québec, ça reste à tout ce que tu as nommé, en dehors de ce que je viens de dire, ça reste taxable au Québec, à moins que le Legault décide de faire autrement. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette mesure-là, à part le fait qu'elle est complètement absurde, c'est que les entreprises sont pas imbéciles non plus. OK? La première des choses, moi, si je suis VP marketing,
OK? Puis là, on est le 25 novembre. Je suis le VP marketing d'une grande entreprise. Puis moi, j'ai fait approuver avec le board mes promotions de Noël. Avec mes prix de Noël, hein, parce qu'on s'entend. Tout ça, c'est fait d'avant, faire des prévisions. On va les augmenter de 5%. Oui! On va réduire nos promotions de 5%. On va faire une publicité marketing tax-in à la place de tax-out. Pour le consommateur, il va pas voir la différence. Puis on va juste dire, tu sais, mettons on avait dit, OK, ton jeu vidéo, il serait vendu 90, on va le mettre. Il a fait approuver le VP marketing à 60$. Plus taxe. Là, il dit, regarde, on va changer un peu tout ça, là. On va mettre ça à 63. Me faisons pas peur. De toute façon, tax-in, c'est la même affaire. On va dire, grosse promotion, tax-in, c'est 70$ taxe. Mettons, je fais un calcul rapide, là. Les entreprises s'en mettent plus par les poches. Trudeau le sait sûrement, parce qu'il y aura plus d'impôts aussi. Mais, veut pas, je pense pas que les consommateurs vont être tant avantagés. Les rabais de Noël sont pas toutes sortis encore. Alors, ce qui va se passer, les entreprises les plus wise, ils vont décider d'augmenter leur prix plus qu'ils pensent, de réduire moins qu'ils pensaient leur prix pour Noël pour compenser le fait qu'avec la TPS la réduction de TPS de 5%. Ça va être merveilleux. On a compris qu'au Québec, comme on a une loi différente, le gouvernement du Québec, la TPS... Pour le moment, il s'est pas harmonisé. Je sais pas si je viens de voir une publication mais il me semble qu'il a dit non. Disait qu'il s'harmonisait pas s'il n'y avait pas de compensation du fédéral. Non, c'est ce ça. qu'il avait indiqué. Bon. Puis les autres, parce que les autres mesures, quand c'est, exemple, le gain en capital, ça, il n'y a pas de misère à s'harmoniser. Ça va vite, hein? Ouais, mais ça, c'est une mesure permanente aussi, là. C'est pas la même chose. Justement, permanente et positive. Plus de revenus. C'est un cadeau qu'il fait et il pourrait s'harmoniser là aussi. Rapidement. Le Legault est pas dans la même phase électorale. Puis les autres provinces, elles, est-ce qu'elles sont, tu sais, ceux qui sont TVH? Ouais, mais c'est ça. Mais ça, j'ai même pas eu le temps parce que la nouvelle est vraiment chaude. Ouais. J'ai pas eu le temps de regarder si l'Ontario, c'est son prononcé, c'est les maritimes, parce qu'on s'entend TVH, mais de mémoire, non. Mais de ce que j'ai vu. Ça peut changer, là, encore. Là, le temps que le podcast arrive, sorte chez vous, peut-être que ça va changer, là. Mais non, c'est ça. Fait que ça me fait rire, cette mesure-là, parce que les entreprises les plus intelligentes vont monter en prix. Puis l'autre chose, tu sais, quand t'annonces ça dernière minute de même, essaye de dire, là, à tout mettons que t'es, je sais pas moi, t'es labé, t'es peu importe. Hey, c'est quoi, là, de tout changer ça dans tes systèmes? Dernière minute, des systèmes comptables, des systèmes informatiques, des systèmes POS de caisses enregistreuses, les restaurants, c'est une pression énorme sur tous les contribuables qui sont des entreprises puis qui font de la vente à des consommateurs de dire oh, OK, là, tel produit, telle affaire, c'est plus taxé. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont engager peut-être des fiscalistes. Moi, je suis disponible. Non, mais pour vrai, c'est une pression, un fardeau énorme, là, de façon administrative et technologique. C'est incroyable de faire ça. Puis d'après, dire, puis le 15 février, on switch. Et imagine les vérifications par la suite. Puis il se passe quoi si t'as un contrat d'approvisionnement qui a été signé avant, mais que tu reçois ta facture pendant cette période-là? Est-ce que ton contrat, tu sais, je sais pas. Normalement, le contrat d'approvisionnement, s'ils sont bien écrits, ça va être écrit plus toute taxe applicable. Puis en faisant ça. Est-ce que tu l'appliques ou non? Non, mais en faisant ça, justement, en date de ton achat qui se donne je sais pas moi, c'est une bonne question, mais qui se donne le 25 décembre, cet achat-là, il va être exempt de TPS, là, t'sais. Mais après, il y a peut-être des petits fins finaux, on va dire, parce qu'il y a un article dans notre loi de TPS qui dit une fourniture est réputée effectuée, la date du contrat, sauf dans certaines circonstances. Donc là, on va dire, ton contrat a été signé avant. C'est quand la date de fourniture? Mais c'est sûr, il y a des petits vérificateurs qui vont s'essayer là-dessus, mais il y a des petits trucs. Ou à l'inverse, on veut ajouter, peut-être que le monde va faire le plein d'achats pendant ça, mais c'est livré après. Mais clairement, tu sais que tu as acheté. Ah ouais, mais si t'as acheté avant, ça marche pas. Mais ça va être livré en 4 balles ça compte pas. La prochaine année ou quoi que ce soit. Sont applicables dès le 15 décembre ou 14 décembre. C'est vraiment normalement, ça va être la date de la facture d'achat, regardless de quand t'as payé ou quand t'as été livré. Normalement, ça va être un service? C'est un service, c'est la même chose. Fais ta facture. Parce que tu vois, nous, nos services, on va les préparer. Prenez des notes, là. On va les préparer. Nous, on a accès à mais moi, je charge quand même. Je suis pas dans les fournitures. Vous n'êtes pas impliqué par ça de toute façon, là. Je pense pas que vous vendez des couches, là. Même qu'il y a un site sur GTT, là. En tout cas. Mais, non, c'est ça. Fait que, oui, si toi, t'es impacté par les nouvelles mesures de Trudeau, le fait de délivrer ta facture, normalement. C'est sûr qu'il y a des règles, n'eût été d'un retard injustifié en délivrant ta facture, là, sans rentrer dans les détails. Mais
mais normalement, à moins qu'ils mettent des mesures anti-évitement comme les changements de taux de taxes qui arrivent, tu pourrais dire, je vais attendre de donner ma facture aujourd'hui, je vais la faire sortir vendredi, puis soudainement, il n'y a pas de TPS. Là. Sous réserve du projet de loi qui va sortir. Ouais, parce qu'on l'a pas vu, le projet de loi, on a juste vu un avis de presse. Espérons qu'on va l'avoir. C'est comme celui du gain en capital ou la fiducie collective d'employés, prends ton mal en patience, tu vas peut-être l'avoir en 2026. Après l'application des mesures. C'est ça va être c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'empathie pour le monde chez Finance ce matin. Non, mais pour vrai, c'est... Ces pauvres entreprises qui voient cette mesure-là arriver, là, sérieux, c'est l'enfer à gérer ça. Là. Puis t'as un bon point. Tous les restaurants maintenant, là, les petits restaurants qui n'ont pas nécessairement accès à toutes les ressources, tout de dire, OK, fait que là, je me pose la question, je ne sais pas, l'incertitude technologique, tu sais, les caisses enregistreuses, les guichets pour payer, etc. C'est qui va faire la mise à jour? Il va falloir que Desjardins et TD passent dans toutes les affaires qui ajustent combien ils ont enlevé la TPS entre ça dépend de comment leur affaire s'organise. Ça peut être ça. Ça va être, des fois, c'est un fournisseur intermédiaire qui gère ça. Des fois, c'est eux-mêmes qui gèrent ça. Des fois, chaque cas est différent, mais c'est un mess dans tous les cas. Ça me fait penser, là, imagine, là, je n'ai pas vu c'était quelle date, le 14 décembre, là, mais c'est le party de Noël. Là. Le restaurant à minuit, là. Tu commandes ton drink à 11h30, t'as de la TPS dessus, tu commandes ton drink à minuit et demi. 11h30, t'as la TPS dessus. Samedi. Un samedi. OK. Watch out les parties de Noël pour le samedi 14 novembre, là, ça sera pas le fun pour les restaurants. Ouais, mais party de Noël à passer minuit, écoute, là, tu t'es à risque de ton boss, là. À passer minuit, t'es plus sobre, là. C'est dangereux. Je travaille au même endroit où c'est très bien que les parties de Noël passent à minuit. Sauf que ça reste que qu'est-ce qui va se passer la nuit du 14 au 15 décembre? Mais non, mais ça va être seté d'avance. Dans un bar ou quoi que ce soit, la minuit, puis de TPS. Tu vas commander ta bouteille juste après. Ouais, commande la bouteille juste après. Mais étrangement, je suis sûr qu'il y a mais la bouteille, non. Non, c'est ça, c'est la bière. C'est la bière. Mais c'est en 27%. C'est la bière, mais quand c'est servi dans un restaurant. On va voir le projet de loi. Mais c'est ça, parce que dans un restaurant, les boissons et nourriture, ça vient en restaurant, mais il n'a pas précisé est-ce que ça allait tie-up avec... techniquement, une bouteille. Non, c'est ça. Ça n'a pas été précisé, on ne sait pas encore. Calme-toi, Reg, tu vas l'avoir, ton Captain Morgan. C'est minuit à 30. Non, c'est plus une accumulation depuis 2015 puis 2017. Quand je pense à tout en impôts, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, puis je vais dire, je vais lancer des expressions en impôts, mais tu sais, les fiducies collectives d'employés, le gain en capital, 55-2, toutes des mesures très précises, puis c'est... Dernière minute. On n'a pas les projets de loi. C'est pas bien fait, c'est pas bien ficelé. Il y a des erreurs partout. C'est pas de la faute de finance parce que je le sais qu'ils sont au courant aussi de dernière minute. Morneau en avait parlé dans son livre que Trudeau insistait pour qu'il mette des mesures que lui-même était contre, puis il n'avait pas le choix d'aller avec. Ouais. Je trouve juste que ça encore là, je ne suis pas pour aucun parti politique. C'est de l'improvisation. Ah oui, littéralement. Les comptables sont obligés d'expliquer ça aux contribuables. Le contribuable est pogné là-dedans. Il est pris prisonnier. Puis là, OK, mais non, mais... Puis là, on va te donner 250$ au printemps pour te rappeler qu'au projet... Dans ton revenu net, là, 3-4 mois plus tard, tu voteras pour moi. C'est... Bref, c'est frustrant, mais ça, c'est plus des alliances personnelles. Administratives aussi. C'est très administratif. C'est les autres à la dernière minute. Peut-être s'il l'avait présenté il y a 8 mois, peut-être qu'on aurait pu y penser ou changer les systèmes. Mais ouais, puis j'aurais commencé, tu sais, si j'avais été lui, j'aurais juste harmonisé avec le Québec tous les produits qui sont déjà détaxés chez nous qui ne le sont pas au fédéral de façon permanente. Point. Tu sais, je veux dire, l'intention, la bière, le vin, je catch pas, là. Les chips, pour je catch pas. C'est comme encourager la malbouffe. Tu sais, c'est un choix politique d'avoir mis ça taxable alors que le pain, le lait, les œufs, c'est pas taxable. Tu sais, c'est un choix politique, mais qui fait du sens. Tu sais, les produits qui sont de santé de base pour te nourrir, ou les couches au Québec, tout ça, ben ça fait du sens parce que c'est un besoin essentiel. Si t'as pas de couches, ton bébé, ça va pas bien aller. Là, non, c'est pas donné les couches. Hein. Non, puis même les couches réutilisables, peu importe notre façon de faire, c'est pas donné non plus des couches réutilisables. Fait qu'il aurait pu juste s'harmoniser sur ces mesures-là, parce qu'ils font du sens, je pense, des livres, tu sais, les manuels pour enfants, puis tout ça, c'est correct, les manuels académiques, puis en rester là, puis pas juste dire pour Noël, tu sais, dire permanent, à long terme, les gens, tu sais, ça fait du sens comme mesure, mais commencer à dire la bière, les chips, puis tu sais, j'aime la bière, là, c'est pas une question, mais c'est un peu ridicule de donner congé de taxes sur mon achat de ma 10.1 dans mon sac à papier. De ma 7% dans mon sac en papier, ils disaient, moi, hey, yes, je paierai pas de TPS. Sérieux, là? Tu sais, là, ta 6 de PAPS, là, c'est... Non, mais j'en comprends pas. Il y aurait bien d'autres choses qui auraient pu être détaxées avant ça. Bon. Oui, mais ça va être festif, puis on s'entend, là, c'est clairement une mesure pour
redorer son image. Là. Mais je pense que ça redore pas son image. Je pense que la majorité des contribuables sont pas dupes puis ils voient que c'est ridicule. Ou ils vont complètement. Pas le Ben, voir. le 250$, c'est déjà, ça va déjà plus marcher, je pense, pour les familles que ça, simplement parce que tu fais 300 000 par année de revenus nets, ça veut dire que t'en fais sûrement plus parce que t'as cotisé des REER et ça. Puis t'en reçois quand même 500$. Hey, j'ai pas besoin de 500$. Non, mais le 250$, il est limité à ceux qui font moins de 150 000 de revenus nets. C'est ça que j'ai dit. Fait que tu peux faire 200 000 par année, cotiser tes REER, t'as pas dépassé. C'est maximum 20-30 000, là, je veux dire. Ouais, OK, 180. Puis t'as d'autres déductions quand même avant le revenu net, là? Déduction. Moi, je t'en taxe. C'est vous les experts. Mais il me semble que tu peux faire 175 000 par année puis t'en sortir avec ton 250$. Demander une cotisation réelle. Donc, t'as beaucoup d'espace réel. Je comprends que c'est maximum 20 000$. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a maximisé tous les ans de leur vie, là. Moi, c'est mon cas, là. C'est juste récemment que ça va mieux dans ma vie, là. Je l'ai dit, là. J'ai travaillé chez Revenu Québec, ça allait pas bien, là. Veux-tu nous en parler? On a changé le mode du podcast. Me mettre à pleurer. C'est le sujet par erreur en tant que y a-tu l'air d'un homme heureux? Regarde-le. Non, mais c'était une belle école, Revenu Québec, pour vrai. C'était vraiment une belle école. Ça va être compliqué d'un point de vue administratif, par contre, pour eux, chez eux, quand ils vont vérifier, là. Ouais, je sais pas à quel point. Oh, ouais. Revenons un peu au plancher des vaches. Un entrepreneur qui part en affaires. Ouais. Quand est-ce qu'il doit commencer à penser à s'inscrire aux taxes? Ben, tu sais, on entend tout le temps le fameux 30 000. Normalement, c'est vrai, c'est ça. Mais tu sais, le 30 000, c'est juste qu'il faut faire attention. Quand on excède 30 000 de revenus taxables dans ton année, c'est vrai que tu dois t'inscrire. Mais c'est beaucoup plus... compliqué. Ça. On aime toujours ça faire compliqué la fiscalité. C'est plus compliqué que ça de calculer ce fameux 30 000-là. Parce qu'ils disent, mettons je le paraphrase, là, mais c'est si tu as dépassé 30 000 de fournitures taxables au cours de tes 4 derniers trimestres civils et du trimestre civil suivant, le mois suivant le trimestre civil donné. Tu sais, c'est écrit de même. Là, c'est super joli. Puis finalement, on sait plus trop quand il faut s'inscrire parce que quand t'es petit fournisseur, ça dit que tu fais en bas de 30 000, t'as pas besoin de t'inscrire, mais t'as un sursis de 4 mois là-dedans que le monde ne savent pas trop des fois. Fait que, non, c'est 30 000, mais ils se calculent vraiment de façon étrange. Puis en plus, il faut faire attention parce que je connais maintenant des situations où t'as un actionnaire propriétaire d'une société, actionnaire unique ou bon. Il est donc associé à sa société, un point de vue impôt. Puis il l'est aussi en taxe. Hein. Quand on est associé en impôt, on l'est en taxe. Puis de ce fait, le 30 000, c'est aussi les personnes associées. OK, qu'on doit calculer. Puis un particulier, ça se peut qu'il soit associé à sa société en taxe. Je sais qu'en impôt, je pense pas que ça marche, c'est juste des personnes morales. Mais en taxe, un particulier peut être associé à sa société à sa société personne ou à sa société ou par action. Ouais. Ce qui veut dire que si la compagnie qui détient fait, je sais pas moi, 100 000 par année, 200 000 par année, mais lui, à son compte, peu importe pour quelle raison, fait qu'exonéraire ici, là, 2 000, 3 000. Une terre à bois, ils vendent du bois. Il bosse le 30 000. Et le boss, même s'il fait en bas de 30 000, parce qu'il faut compter le chiffre d'affaires des personnes associées à celui-ci. C'est souvent là qu'ils se font avoir. Et l'élément que tu as mentionné, que je trouve super important, que j'aimerais ça que tu expliques, c'est que c'est pas 30 000 pour l'année, puis qu'au 1er janvier, ça recommence. C'est pas en faisant tes impôts. 30 000 dans les 4 derniers trimestres civils. Et si tu dépasses au sein d'un même trimestre, c'est la facture qui te fait dépasser le 30 000 que tu dois t'inscrire. Là, vous voyez le chiard administratif que ça fait. T'as même pas encore envoyé ta facture à ton client. T'es censé être inscrit pour recevoir des taxes, mais t'es pas encore inscrit. Faut que t'appelles Revenu Québec, faut que t'aies un numéro de taxe, mais tu veux envoyer ta facture, tu peux pas non plus. T'es comme un peu dans une espèce d'entre-deux où t'attends tes numéros de taxe de Revenu Québec pour envoyer la facture qui te fait dépasser le seuil. Puis c'est le dernier trimestre, t'as dit civil, mais je donne un exemple, tu me diras si j'ai bien compris. Je regarde là de avril à décembre, 9 mois, ça fait 3 trimestres, j'ai fait 27 000. J'arrive de janvier à mars, janvier, j'ai fait 1000, puis je suis rendu à 28. Au mois de février, je fais 5 000. Fait que là, au mois de février, dans les 11 derniers mois, là, dont les 3 derniers trimestres, j'ai fait plus que 30 000, là, rendu au mois de février. Ma facture de 5 000 me fait buster. J'étais à 28, j'ai fait une facture de 5 000. Est-ce que je dois commencer les taxes sur le 3 000 excédent 30 000 ou vu que ma facture c'est 5 000, ma facture complète
doit inclure les taxes? Ni l'un ni l'autre. OK. C'est parce que c'est pour ça que je dis que le 30 000 est quand même compliqué. Il y a deux façons de le calculer. C'est deux règles complètement différentes, puis mes étudiants en classe sont tout le temps mélangés aussi. D'après moi, c'est le prof. Oui, ça doit être moi. T'as bien raison. C'est pas la loi qui La loi est pas compliquée. Parce que tu l'as pas dit, mais t'es aussi chargé de cours à l'université dans le cours de taxes à la consommation. Oui, c'est et pour avoir eu certains de tes étudiants, je sais que tu es bien apprécié, surtout ton énergie. Et je peux comprendre pourquoi. Donc, explique-moi les 30 000 dans l'exemple que je t'ai donné. Ben, c'est parce que la façon de calculer 30 000, c'est... Prenons un step back. Un petit fournisseur n'a pas à s'inscrire en taxes. Oui. Commençons par là. Un petit fournisseur, c'est en bas de 30 000. Oui, mais laisse-moi finir. Un petit fournisseur... Un petit fournisseur, c'est quoi? C'est ça. Un petit fournisseur... je vais l'expliquer. Un petit fournisseur n'a pas à s'inscrire en taxes. Un petit fournisseur, c'est vrai que ça fait en bas de 30 000 dans les 4 derniers trimestres civils. Ça n'a pas fait en haut de 30 000 dans les 4 derniers trimestres civils terminés. Mais quand t'es petit fournisseur, un jour donné, tu l'es pendant tout le trimestre et le mois suivant. Oh. Sachant ça, même si, dans ton exemple, j'ai fait, je sais pas si t'as dit 5 000, peu importe, là, qui fait que j'ai dépassé 30 000, t'as fait 5 000, puis là, qui fait que j'ai dépassé 30 000, ben, je suis quand même encore un petit fournisseur pendant tout le trimestre civil, dans le jour que j'ai dépassé, et le mois suivant. Et j'ai rien qu'à m'inscrire. Donc, peu importe la date, que ça pourrait être le 1er mai, le 1er juin, selon le cas, la seule façon que c'est vrai que tu es obligé de t'inscrire pour une facture donnée, un jour donné, c'est seulement si tu dépasses 30 000 dans le même trimestre. C'est-à-dire, tu as fait en haut de 30 000 dans un trimestre. Une grosse facture, tu sais, qui te fait un gros client. Je savais pas qu'elle se calculait comme ça. Moi, j'étais sûr que dès que tu avais plus que 30 000, ton dollar de plus est fait automatiquement. Mais si c'est... Non, mais si tu veux être conservateur, tu peux, parce que rien ne t'empêche de t'inscrire volontairement puis dire, gars, moi, je veux pas te prendre un Québec, je vais m'inscrire. Le plus simple, c'est ça. Ben oui, mais tu sais, c'est pas requis là. Mais est-ce qu'il y a un avantage pour un entrepreneur à s'inscrire volontairement? Réclamer tes taxes. Ce qui arrive, c'est que quand tu es inscrit, tu dois percevoir les taxes sur tes ventes. Ça, c'est malheureux, c'est le défaut, mais c'est ça. Mais au moins, tu peux réclamer les taxes sur tes achats. Et non seulement ça, mais si tu étais vraiment un petit fournisseur, puis que il y a un certain moment, tu dépasses ou tu fais le choix de t'inscrire. Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a une petite mesure ici qui est des fois oubliée, là. C'est une mesure qui est d'intégration et d'équité fiscale, là, qui est une chance qu'elle existe. C'est toutes tes immobilisations que tu as achetées qui te servent dans ton entreprise avant de t'inscrire. L'auto, mettons que tu as une auto, l'ordinateur, ton mobilier de bureau. Ben, le jour où tu t'inscris, tu vas pouvoir réclamer des taxes sur les taxes que tu as payées sur tes achats d'immobilisation il y a 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, s'il s'avère que ça fait 10 ans, il n'y a pas de prescription là-dessus, d'une certaine façon, puis ça va être proraté selon la JVM de ce bien-là en date de l'inscription. Fait que c'est pas les taxes originellement payées nécessairement. Normalement, ça dévalue, là, ces biens-là. Mais il y a un certain montant de taxes pour réclamer. Puis ça, des fois, c'est oublié. Puis c'est comme un petit chèque qu'on s'attendait pas quand on s'inscrit de je reçois un petit. Ben, faut le demander, là. C'est pas Revenu Québec qui va te le donner, là. Mais. Il faut le demander, puis B, il faut être capable d'établir la juste valeur marchande de chacun des biens. Ouais. Pas très simple. Non, c'est comme en impôt. Ça, c'est le même exercice, mais tu sais, il y a moyen de faire un effort raisonnable. Tu vas sur Marketplace, combien ça se vend, puis tu prends ça, là. C'est accepté, ce genre de comparaison-là en vérification? Oui, ben parce que c'est un marché. Moi, je l'ai déjà défendu. Ça reste un libre marché. Là. C'est un bel exemple. Là, on a vu, dans le fond, comment fonctionnaient les taxes en général. Tu nous as parlé de l'exception de 30 000. Dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, la méthode de comptabilité rapide. Ouais. On entend parler des fois pour les gens, on dit que c'est plus simple. Premier élément, les autres questions, on va venir après. Peux-tu juste me dire, c'est quoi la méthode de comptabilité? Parce que là, on dit comptabilité, puis ça va pas aux taxes. Parlons de celle que tu veux parler, qui s'adresse à la majorité des petits entrepreneurs. Hein? C'est souvent ça. Donc, la méthode de comptabilité rapide, essentiellement, c'est le législateur qui te permet, puis c'est du point de vue TPS et TVQ, là, ça marche des deux bords. Là, ils ont leur taux, il n'est pas pareil, mais c'est le même concept. C'est le législateur qui permet à l'entrepreneur de dire, regarde, si tu veux, au lieu de percevoir les taxes, 5% puis 9,975 en TVQ, puis de remettre exactement ces montants-là dans ta déclaration et réclamer des CTRT, donc de réclamer de TPS TVQ sur tes achats, de faire un net puis de remettre ça au ministère, je te permets de remettre moins de taxes que ce que tu as réellement perçu, donc le reste va dans tes poches, right? Mais en contrepartie, tu ne peux réclamer de taxes sur tes achats. OK? Donc, là, il y a un calcul à faire. Bon, dans un premier temps, il y a un taux, puis c'est pas pour tout le monde, à tout le monde ça s'applique, puis il y a des différentes catégories. OK? Donc, je m'explique.
essentiellement, faut faire en bas avant taxe parce que eux ils mettent des calculs après taxe, après TPS, après TVQ, puis des fois ça se mélange. À peu près, si tu fais en bas de 360 000 par année, quand même pas t'es confortable comme entrepreneur à ton compte ou une société. Hein. Je dis à ton compte, mais ça peut être une société. Là. Ouais, les comptables, je pense qu'on n'a pas le droit à la méthode. Non, j'y arrivais, mais ouais, maintenant que tu me voles le punch, merci Reggie. Je l'ai essayé. Mais le pire, c'est que quand je l'ai essayé, j'avais pas vu l'exception, puis Revenu Québec m'avait accepté. Pour vrai? Pourquoi tu m'avais appelé? J'ai été obligé de les rappeler, ils disaient, vous devez m'annuler, je suis comptable, vous n'avez pas le droit. Puis le gars au téléphone n'avait aucune idée que j'avais pas le droit, mais bref, ils m'ont annulé par la suite, là, mais c'est ça. Que de bonne foi. Que de bonne foi. Wow. Ouais, non, c'est ça s'applique pas cette méthode rapide-là, à la base, ne s'applique pas aux services professionnels comme juriste, comptable, tenue de livre, fiscaliste. C'est à peu près ça, là. Donc, ces entreprises de services professionnels-là, on peut pas utiliser la méthode rapide, peu importe tes revenus. Pour les autres, normalement, tu peux utiliser cette méthode-là si tu fais en bas d'à peu près 360 000 par année avant taxe. Bon an, mal an. OK? Cette méthode-là fait en sorte que le ministère te dit, tu as un certain... Tu sais, mettons, on perçoit tout 5% de TPS. On perçoit tout 9,975 de TVQ. Mais le ministère, il va dire, par exemple, tu vends des biens. Toi, tu es une personne qui vend des biens, tu es un dépanneur, je sais pas. Ben, le ministère va dire, à la place de remettre 5% de TPS, remets-moi juste, mettons, 1,8% de cette TPS-là que tu as perçue. Donc, le reste, c'est vraiment dans tes poches. Mais... toi, comme dépanneur qui a acheté tes chips pour les revendre, tu prendras pas de taxe à l'achat de ces chips-là que tu as payé. Donc, il y a un calcul à faire. C'est un choix, cette méthode-là. Hein. C'est pas, personne n'est obligé de la prendre. Quand tu fais cette méthode-là, tu dois la garder 1 an. Bon. Après, tu peux la révoquer. Mais, cette méthode-là, faut faire des calculs. Faut pas dire, c'est plus simple, parce que c'est pas nécessairement plus simple. Mais, parce qu'il faut que tu gères ça dans tes livres, là. Faut pas que tu te mélanges dans tes affaires. 2, ça s'applique pas surtout tes ventes et tes achats. Si on parle d'immobilisation, ça marche pas. Donc, si tu as acheté une auto, si tu as acheté un immeuble, ou tu as vendu une auto, tu as vendu un immeuble, tu as vendu une caisse enregistreuse, ça marche pas. Tu dois remettre 100% de tes taxes, même si tu as la méthode rapide. Donc, est quand même compliqué la méthode. Il y a plein d'exceptions. Puis, des fois, ça vaut pas la peine, parce que des fois, eux autres, ils mettent une moyenne selon une marge de profit qu'ils pensent que tu fais. Mais tu sais, il y a un calcul à faire. Si tu penses que tu fais moins ou plus selon le cas, adapte-toi à prendre la méthode ou pas. Là, puis les taxes que tu ne remets pas ou quoi que ce soit, de mémoire, sont dans tes poches. Et c'est imposable en impôt. Puis quand tu fais ton calcul de rentabilité, bon point, tu dois considérer c'est quoi ton taux effectif d'impôt parce que tu sais que ça à remettre à la fin de l'année. Là. J'aime ça valider avec mes étudiants. Je leur demande de me répéter ce que je dis, voir s'ils ont compris. Fait que je peux-tu essayer de répéter ce que tu as dit, voir si j'ai bien compris? Vas-y. Fait que dans le fond, la méthode rapide, simplifiée, qui n'est pas si simplifiée que ça. Ouais. On va rester à la méthode rapide. Je vends une table, ma fameuse entreprise de table. Je vends une table 100$, je charge les taxes, j'arrondis 15$. Fait que je la vends 115. Normalement, on va dire que j'ai aucun achat, là, je l'ai bâti de mes mains. Normalement, je devrais redonner 15$ au gouvernement. Ça, c'est la méthode classique. Mais là, à la place, le gouvernement va me dire, écoute, sur le 15$, le 15%, remets-moi... Je connais pas les bons tons, on va dire que c'est 6%, 9%, là. Remets-moi que 9$. Fait que sur 115, je remets 9, fait qu'il me reste 106 dans mes poches. Ouais. Et, par contre, tes achats sur lesquels, normalement, tu aurais le droit de prendre ta TPS. Le bois que tu as acheté pour faire ta table. On va dire que ça serait taxable. J'ai payé des taxes là-dessus, tu n'as pas le droit de les prendre parce que j'ai déjà réduit ton taux de remise. Exactement. Et ton 106$, ben ton 6$ qui est normalement une remise de taxes que tu as gardé, est imposable. Faut que tu payes de l'impôt dessus, fait que ton revenu n'est pas à 100, il est à 106. Ouais, exact. Tu as payé un impôt dessus. Exactement. Et ta dépense aussi, à contrario, tu as acheté du bois qui coûtait 50$, plus taxe, ça donne 58$. Tu vas pouvoir prendre une dépense de 58$. Ouais. Et non une dépense de... Dans ta déduction d'impôt. Dans ma déduction, oui. OK. Ouais. Fait que je suis quand même pas payé. Est-ce que tu m'embaucherais? Non. Par contre, ce que j'ai compris, si tu achètes des immobilisations dans la même période, faut que tu les là, faut que tu les sépares, puis tu remets toutes les taxes. Est-ce que j'ai dit, est-ce que c'était correct? Oui, c'était très bon. Je te taquine. Mais une chose, par contre, qui est, c'est une technique, on peut dire, oui, OK, c'est correct, à certains égards, c'est plus simple, à d'autres, non. Mais pourquoi ça s'applique pas à tous, notamment au niveau des immobilisations? Mais ça, c'est pour tout le monde. Mais si mon entreprise est à perte, ou si j'ai plus de dépenses taxables que de revenus taxables, que dans le fond, justement, normalement, ça serait à perte, ben ça fait en sorte que j'aurais été mieux d'avoir la méthode classique pour avoir un remboursement de dépenses. Mais oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a un calcul à faire. Tu vas pas aveuglément...
prendre le On mouchoir. fait un petit aspect marketing. Il n'y a pas un calcul à faire. Il y a une consultation avec un fiscaliste spécialiste en taxes à la consommation. Regardez la caméra, bien entendu. Oui. Fait à faire avant de prendre, ou du moins un comptable, avant de faire cette méthode-là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si on te permettait de te financer avec les taxes, mais là, cette fois-ci, c'est légal. Ouais, je veux faire attention. J'aime mieux dire de jamais faire ça. Fait que justement, tu me lances dans la question. Parlons-en, ouais. Peut-on se financer avec les taxes à la consommation? Ouais, c'est une bonne idée. À part la méthode rapide, non. Même avec la méthode rapide, je trouve ça trop nuancé et direct. J'aime mieux dire, on ne peut juste pas. Mais non. En fait, c'est même beaucoup plus sévère qu'en impôt. Là. Ouais. Parce que en impôt, on est sur un principe, c'est politiquement parlant, d'autocotisation, d'autodéclaration. Tu remets des taxes sur tes propres revenus. En taxe de vente, c'est pas ce principe-là qui existe. Là. En taxe de vente, on est mandataire de Sa Majesté Chef le Roi de Grande-Bretagne. C'est vrai, c'est écrit comme ça dans la loi. On est mandataire du King, OK? Donc, quand on perçoit des taxes, c'est comme si c'était le roi qui le faisait, OK? Donc, on est vraiment dans un système féodal. C'est resté ainsi, c'est vraiment magnifique. Mais c'est comme ça que c'est écrit dans la loi. Vive la Commonwealth. Donc, ce qui arrive, c'est que comme on est mandataire, non seulement on est mandataire, mais il y a même un article dans la loi qui vient dire que, tu sais, l'argent que tu as perçu de tes clients, de taxes que tu as reçu d'eux autres, c'est réputé en fiducie. Hein? T'es le fiduciaire, mais c'est pas ton argent, OK? C'est l'argent du gouvernement. Ça veut dire quoi? Quand tu joues avec l'argent du gouvernement, il aime pas ça. Ben là, il nous le permet pour nos ventes, mais t'as pas à le garder, là. C'est criminel de le garder, là. T'sais. Donc, non, tu peux pas te financer avec les taxes. Par contre, j'apporte une petite nuance. On s'entend, les périodes de déclaration varient selon ton revenu. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais en bas d'1,5 million par année, tu peux être annuel avec des acomptes provisionnels. Quand tu fais entre 1,5 et 6 millions par année, là, c'est sûr, c'est des moyennes entreprises rendues là, mais quand même, t'es trimestriel, mais tu peux faire le choix d'être mensuel. Puis quand tu fais en haut de 6 millions, t'es mensuel dans tes déclarations de taxes, peu importe. Ben, il y a quand même des fois, niveau cash flow, sans te dire que tu te finances avec les taxes, tu peux te dire, ben écoute, moi, je vais rester annuel plutôt qu'à d'aller mensuel pour une raison ou une autre, parce que ces taxes-là, j'ai juste à les remettre à tous les 3 mois par des acomptes provisionnels estimatifs. Donc, pendant 3 mois, j'ai l'argent dans mon compte de banque. Et je peux le placer avec des bons court termes de 1 mois, 2 mois, puis m'amuser avec ça. Mais est-ce que mais on s'entend, quand le 3 mois arrive, Tu les remets. c'est quoi la conséquence si je les remets pas? Des grosses pénalités bien sévères. C'est 15% de la TVQ. Prenons l'exemple de la TVQ, là, parce que la TPS, c'est pas le même taux, mais en TVQ, qui sont les plus sévères, si tu conserves 100 ben c'est 15 de pénalités supplémentaires plus des intérêts qui vont être chargés sur le fait que tu as conservé des taxes. Et s'il y a récidive et que c'est des taxes perçues non remises et récidives là-dessus, c'est beaucoup plus facile pour eux d'y aller avec la grosse sévère de 50% de négligence flagrante parce que la preuve est plus facile à faire parce que le onus de la preuve revient à eux, là, comme en impôt, là, revient à eux dans ces pénalités-là de négligence flagrante. Mais on demeure pas moins que c'est des taxes que tu as encaissées, que tu t'es déjà fait taper ses doigts, que tu n'as pas remis, puis que tu t'as refait taper ses doigts, le 50% va venir assez vite. Ça fait très mal. Là. Puis après, c'est criminel. Donc, ça peut faire très mal. Mais quand je dis financer, c'est juste que si t'es wise, t'es un bon comptable, tu gères ton cash flow. C'est légal là, de remettre tes taxes dans 3 mois si t'es trimestriel. Là. Je vais juste préciser ici ce que je comprends, mais c'est pas une affaire. Ce que je veux dire, c'est se financer, c'est que tu respectes ton calendrier de paiement. Ouais. Fait qu'il faut que je fasse attention parce que si tu décides de le placer puis tu mets ça dans du haut risque puis que tu le perds. Ah, ben là, il faut que tu trouves l'argent par ailleurs. Fait que c'est pour ça que je parlais de bons du trésor. Hein? J'ai dit ça. Puis c'est pas se financer dans tu les le mettrais sens pas que... dans des bitcoins? Ben là, le bitcoin va bien. C'est comme ça, il va bien, mais jusqu'au jour où est-ce qu'il va plus? Mais tout ça pour dire que c'est pas... tu prends pas ça pour te financer dans le sens que au lieu de payer tes taxes, tu vas placer ça. C'est pas du tout ça que tu fais. Non. Parce que financement, dans ma tête, c'est que tu vas payer de l'intérêt en but d'en générer d'autres. Non. Parce que ça... Non, parce que le 15%, tu n'iras jamais chercher ça ailleurs. Puis en plus, t'as le 50% après, puis après, c'est le criminel. Parce que c'est une pénalité de 15%. Fait que c'est pas un intérêt que, c'est 100$, dans 1 an, c'est 15$. Non. Du jour 100$ à remettre,
Il y a une journée en retard, c'est du 115, puis les intérêts, ça doit pas être du 2-3%. Là. C'est ça. C'est du 5-10%, à peu près. 10%, à peu près. C'est à peu près 10, c'est comme une banque. Là. 10%, fait que, ben, ça dépend des banques, mais c'est 10%, fait que ça veut dire que 115, au bout d'un an, t'es déjà rendu à 125, 130. Non, puis il faut faire aussi attention parce que c'est pas le fun. Parce que quand t'es trimestriel, tu réclames tes taxes aussi sur tes achats de façon trimestrielle. Fait que, ça dépend toujours de ta position de dépenses versus revenus, là. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'es wise, cet argent-là, tu sais, dans ton encaisse, tant que ton deadline n'est pas arrivé, là, pour les remettre, là. Tu le laisses dans l'encaisse ou tu fais quelque chose avec? OK. Je suis actionnaire d'une compagnie. On s'entend qu'une compagnie ou une société, c'est une personnalité juridique différente. Ouais. Ma société n'arrive pas à remettre les TPS-TVQ au bout du trimestre. Ouais. Moi, en tant qu'actionnaire, je suis correct, c'est ma société. Non. Non, c'est ça. C'est comme les revenus à la source, ça. Belle petite publication là-dessus, j'ai vu dans un article. Bravo. Non, c'est ça. Donc, pour les revenus à la source et pour les taxes de vente, en ce qui me concerne, les administrateurs sont tenus responsables solidairement des dettes fiscales de la société. Après, il y a des petites durées, il y a des moyens de s'en sortir dépendamment de ce qui se passe, mais normalement, oui. Donc, non, ils vont aller contre l'actionnaire si la société remet pas l'administrateur. L'administrateur. Donc, si moi, en tant qu'actionnaire, je suis également administrateur de ma société. C'est ça, faut que tu sois administrateur, ouais. Si la société n'est plus capable de payer, ils vont venir personnellement contre moi. Ils peuvent venir prendre ma maison. Ouais. Ouais. Ah, plus faut de pas 50% aussi? Faut pas niaiser avec les taxes. Okay. Niaisez pas avec les taxes. Je prends la balle au bon que tu me disais dans la publication qui a eu lieu. C'était l'article de Hugo Joncas pour la presse affaires. Tu niaises pas avec les taxes et avec les DRS. Non, c'est ça. C'est pas ton argent. C'est pas ton argent. Les impôts, c'est ton argent. Tu dois le remettre, là, mais c'est ton argent. Tandis que les taxes, c'est juste, ça n'a jamais été ton argent. Jamais. Ça, c'est une perception que des fois les gens ont comme les taxes me coûtent cher. Techniquement, les taxes, c'est pas toi qui les payes, c'est ton client. Fait que le consommateur final. Donc, sauf si t'es dans l'exonéré. Oui, mais non, j'ai toujours moyen de trouver des exceptions dans ce qu'on dit. Mais il y a beaucoup d'exonérés. T'es docteur, t'es médecin, t'es dentiste. Quand je suis médecin, je facture pas les taxes, donc je les ai jamais encaissées, les taxes. Non, mais t'as des dépenses. Oui, c'était. Puis tu les réclames pas. Oui, lui, ça revoit, c'est qu'on a les taxes, ben, moi, je parlais des taxes que tu perçois. C'est ça, je parlais des taxes à remettre. Non, jamais été les tiennes. Mais ça peut être un coût, les taxes. Oui, ça peut être un coût. C'est ce que je dis, sauf le consommateur final. Lui, il va y payer. Dans le cas d'exonéré, ben, c'est toi le consommateur final. Et c'est ça, puis on n'aura pas le temps, mais j'aurais aimé faire l'exemple. Ça vaut-tu la peine d'acheter pour un entrepreneur, là, souvent, on le voit de moins en moins, puisqu'il y a plus d'éducation qui est faite. Ça vaut-tu la peine d'acheter en dessous de la table sans taxes? Sauver les taxes pour un entrepreneur. Et j'avais déjà fait l'exemple chiffré, puis j'ai envie de le refaire, de dire que finalement, t'es aussi bête, t'es perdant financièrement si t'es un entrepreneur qui est inscrit aux taxes. Si t'es inscrit aux taxes, littéralement. T'es perdant. T'es perdant d'acheter en dessous de la table. Ouais. Que si mais parce que tu prends pas la déduction fiscale. Tu peux pas avoir la déduction, tu prends pas les taxes. Puis en plus, t'as pas de recours juridique. Oui. En plus, rien à voir avec la fiscalité. C'est quoi l'exemple? Exemple, Juan est un entrepreneur et pour X raison, il me sous-traite un dossier. Puis il me dit, hey, Juan, au lieu de te charger 100$ plus taxes, là, je te fais pas de facture, je te charge 100$, tu me payes direct. Ouais. Et quand on regarde au niveau cash flow, Juan, après ça, va se revirer, il va vendre à son client le mandat fiscal, etc. Il va charger 200. Faut faire ça simple. Fait que, on va dire 150 pour que les chiffres, soit plus facile de suivre les chiffres. Fait que, quand Juan refacture son 150$ plus taxes, j'ai rendu, ça va faire 175. Fait que, il a perçu 25$ de taxes qu'il doit payer au gouvernement. Fait que cash flow, il y a une entrée d'argent de 175. Il doit remettre 25 au gouvernement. Ouais. Puisqu'il m'a payé cash, t'as pas de facture. T'as aucune preuve que je t'ai rendu un service. Exact. Tu peux pas prendre la déduction de 100$. Non. Tu peux pas récupérer les taxes de 15$. Non. Fait que 175 moins 25, tu t'imposes sur 150$. On met 20% d'impôt, tu vas payer 30$ d'impôt. Fait que quand on regarde niveau cash flow, t'as 175, tu donnes 25 au gouvernement pour les taxes, tu donnes 30 pour l'impôt, tu m'as payé moi 100$. T'en restes 20. Fait qu'il te reste à peu près 20-25$ dans tes poches. 75 moins 25, moins 30, t'as 120, ouais. Il te reste 20$ dans tes poches. Alors que, si je t'avais fait une facture de 100$ plus taxes, donc 115$, t'aurais encaissé 125, t'aurais remis au gouvernement 10$. Parce que t'as perçu 25, puis il te rembourse le 15$ que tu m'as payé. Ouais.
Fait que tu aurais donné au gouvernement 10$. Payer de l'impôt, tu aurais payé de l'impôt sur ton profit de 50$. Ouais. 150 moins 100. Ouais. Fait que 50$ fois 20%, 10$. Fait qu'à ce moment-là, on fait le cash flow. Tu reçois 175. Tu as payé 10 au gouvernement. Tu as payé 10$ d'impôt. Tu m'as payé à moi 115. Fait que, j'ai perdu mes chiffres. Ça pour dire qu'il te reste pas mal plus d'argent dans tes poches. À peu près. Ouais. Sans même parler des recours juridiques. La personne qui a fait ses revenus en dessous de la table doit quand même déclarer ses revenus. Ouais. Même si la facture n'a pas été faite. Et payer ses taxes. Ouais. Oui, parce que... Ouais, mais si tu te fais coincer, tu vas quand même devoir remettre les taxes, puis c'est réputé taxine. Tu perds c'est encore plus désavantagé, là. Oui. Dans mon exemple, c'est ça. Fait que t'as payé 2 fois 10, 115, fait que t'as payé 135, fait qu'il te reste 40$. Fait que d'un bar, il te reste 20$. Ouais. Puis l'autre personne, elle n'a pas contribué au bien-être de l'État et elle n'a pas payé sa juste part d'impôt. Dans l'autre situation, il te reste 40$. Il y a des preuves partout. Tu as même un recours contre la personne qui t'a payé. T'en restes 2 fois plus dans tes poches. Fait que ça pour dire, quand vous êtes entrepreneur, faites rien en dessous de la table. Ça vaut définitivement pas la peine. Non. C'est pas, le risque vaut pas la chandelle. Entrepreneur ou pas entrepreneur. Demandez toujours les factures. C'est vrai. Ayez toujours remettez vos impôts, s'il vous plaît, honnêtement. Ça gonfle artificiellement les impôts de tout le monde. Effectivement. Parlant de ça. Donc, mot de la fin, écoute, merci Juan d'être venu, super intéressant. Ça fait plaisir. J'espère honnêtement que vous avez appris beaucoup et qu'il y a certaines nuances que vous avez retenues. Sur ce, merci, bonne journée. Ciao.